Bonjour et bienvenue à Belles Lettres, votre émission, cette émission qui a été conçue pour vous introduire dans l'univers de la beauté et de la connaissance, avec bien sûr des incursions dans la vie, tant il est vrai que la vie réellement vécue, c'est la littérature, comme le dit si bien Marcel Proust. Notre invité de ce jour a une particularité. Contrairement à tous nos précédents invités qui ont presque tout fait des études de lettres et ont enseigné à l'université, lui, il a connu un parcours atypique. Après des humanités pédagogiques, il enseigne au primaire tout en poursuivant ses études en informatique. Il va travailler comme cadre dans une société pétrolière à Kinshasa, avant bien sûr de se lancer sur les tard dans une carrière d'écrivain. Comme notre invité de ce jour, qui est ingénieur concepteur en informatique, a réussi à produire en un temps record de romans dont la lecture est un régal pour l'âme, pour l'esprit. Il s'agit de M. Gilbert Chibangu Kankenza. Bonjour, M. Gilbert. Bonjour, M. Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. Nous sommes honorés de vous avoir comme invité pour parler de la littérature, du livre, de la lecture, de l'écriture et de la vie. Comme première question qui me monte à la tête, c'est de savoir si l'écriture, chez vous, est-ce une question d'appel, une question de vocation ou de volonté? Sinon, pourquoi avoir attendu longtemps avant de vous lancer dans la littérature? Merci beaucoup, Papa Laurent, pour votre question. Je suis arrivé à la littérature d'une manière un peu particulière, dans ce sens que c'est quand j'étais en deuxième année du cycle d'orientation, comme on appelait à cette époque-là. À la fin de l'année, mon professeur de français m'a remis, comme prix de français, un roman d'Antoine de Saint-Exupéry, intitulé « Vol de nuit ». Oui. Alors, comme c'était à la fin de l'année, les vacances venaient de commencer, et pendant ces vacances, j'ai lu et relu ce roman à plusieurs reprises, à tel point qu'il m'arrivait de me croire dans le cockpit d'un avion, avec les mains crispées sur le manche à balai, c'est comme ça qu'on appelle le volant des avions, Oui. en train de faire comme Antoine de Saint-Exupéry quand il était en l'air dans son avion, en train d'écouter le vrombissement du moteur pour entendre s'il n'y aura pas un raté dans le moteur qui pourrait être annonciateur d'une catastrophe, parce il s'est craché à plusieurs reprises dans le désert. Tout à fait. Alors, ce roman-là a été comme une étincelle qui a allumé le feu, je peux dire ça comme ça, parce que c'est à partir de ce roman-là que j'ai commencé à lire sérieusement. Et j'irai même plus loin pour dire que c'est ce roman-là qui a fait dire au jeune homme que j'étais à cette époque-là, 12-13 ans, Déjà. que un jour, il faut que moi aussi j'écrive. Pourquoi? Parce que j'ai considéré que j'étais transformé par ce livre-là. Antoine de Saint-Exupéry était pilote. Oui. Il a commencé à piloter à l'âge de 21 ans. Et il avait beaucoup de difficultés parce que quitter l'Europe avec les avions de cette époque-là pour venir en Afrique, lui-même disait qu'il y avait 3 divinités qui lui disputaient son courrier. Il y avait la mer, Oui. il y avait la montagne Oui. et il y avait l'orage. Et à 21 ans, il affrontait toutes ces 3 divinités-là et il arrivait toujours à atterrir et à livrer les colis qu'on lui donnait. Alors, il m'a transformé dans ce sens que je me disais, si lui ne se décourageait pas,
si lui continuait à se battre malgré les difficultés qu'il rencontrait, pourquoi devrais-je me décourager moi? Même si je suis en difficulté, je dois continuer à me battre. Je dois résister à toutes les tentations qui peuvent m'arriver. Alors, il m'a transformé. Alors je me suis dit, si lui m'a transformé, moi aussi, je dois transformer les autres en utilisant le même canal. En fait, je ne peux pas dire que moi j'ai choisi la littérature, je peux dire que c'est la littérature qui m'a choisi. Voilà. Pour revenir un peu à Antoine de Saint-Exupéry, qui était pilote, mais qui a produit des œuvres que le temps n'arrive pas à effacer. Voilà. Des œuvres comme Terre des Hommes, Vol des Nuits, et j'en passe. Pilote de guerre, Ouais, Le Petit Prince. oui. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet écrivain? Oui, j'ai retenu beaucoup de cet homme-là. Oui, Et ce qui m'a fasciné encore davantage, c'est que quand je le lisais, il n'était déjà plus de ce monde. oui, Si bien que je me disais, tiens, il n'est déjà plus de ce monde, mais il continue à m'affecter, à me perfectionner, bien que n'étant plus de ce monde. Donc, si je fais comme lui, je disparaîtrai un jour, et même après moi, mes œuvres pourront me survivre et continuer à perfectionner les hommes qui me liront, ceux qui me liront dans les générations futures. Donc voilà, j'ai retenu que cet homme-là était un homme très courageux. Il a commencé tôt dans l'aviation et il était passionné de son métier jusqu'au point d'en mourir. Parce qu'il est mort, il n'a pas de cimetière, il n'a pas de tombeau, il est mort dans son avion. Voilà. Donc j'ai retenu qu'il faut être passionné il faut plutôt prendre sa passion et en faire son métier pour réussir. Voilà. En fait, vous avez parlé de Vol de nuit, qui a été pour vous comme la porte qui vous a introduit dans la littérature. En fait, à part Vol de nuit, je pense qu'il y a aussi d'autres ouvrages qui vous ont marqué. Mais quel est votre rapport, le rapport que vous entretenez avec le livre? Autrement dit, quelle place occupe la lecture dans votre vie? Je considère le livre comme une porte ouverte. Quand une porte est ouverte, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce dont la porte est ouverte. Donc, ça suscite la curiosité. Quand je vois un livre, je suis curieux de connaître le contenu, de savoir quel peut être l'apport de ce livre dans ma vie. Donc, je m'approche et j'entre dans la pièce dont la porte est ouverte pour découvrir, aller à la découverte. À la découverte de quoi? Si je lis un livre de Lao Tzu, par exemple, un écrivain chinois, Oui. mais qui n'est pas mon contemporain, j'entre dans un univers différent de celui dans lequel je vis. Oui, tout à fait. Donc je découvre d'autres réalités, mais qui peuvent avoir une incidence sur ma vie. Un pousse-pousseur qui se bat pour gagner sa vie, pour avoir une pitance, un repas d'un soir, il doit se battre. Et je me dis, tiens, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Nous nous battons pour nos besoins, pour arriver à satisfaire nos besoins. Donc, le livre, c'est une porte ouverte sur un monde différent, sur un univers différent. Un univers différent dans toutes ces deux dimensions, parce que il y a l'espace et le temps. Lao Tzu a vécu en Chine, moi je vis au Congo. Et lui a vécu à une certaine époque, et moi je vis à cette époque ici. Donc ce livre-là m'ouvre la porte sur un univers qui n'est pas celui dans lequel je vis aujourd'hui, un monde déjà dépassé, mais dont les caractéristiques peuvent se retrouver dans un monde d'aujourd'hui et avoir une incidence positive sur mon existence. Voilà. Mais les livres peut être aussi un compagnon qui nous enrichit au jour le jour
un compagnon dont la compagnie nous enrichit plus que la compagnie des hommes. C'est ça. Et votre contact avec ce livre, c'est un contact de tous les jours. Il y a des jours où vous n'avez pas de livre pour lire, où il est constamment avec vous, ce compagnon-là. Je fais toujours un effort pour garder mon esprit éveillé. Oui. Et je trouve que le livre me permet de rester éveillé aussi bien spirituellement que intellectuellement. Je reste éveillé, c'est-à-dire que mon esprit est en activité. Quand j'ai un livre en main, je me dis, c'est une mine que j'ai entre mes mains. Je dois puiser le maximum que je peux de ce livre-là et faire de sorte que je sois un homme différent après la lecture. Donc, je dois faire travailler mon esprit dans le sens que je dois puiser toute la substance que l'auteur a placée dans ce livre-là et devenir un homme différent après. Il y en a qui, quand ils se mettent à lire, ils oublient toutes les autres choses. Est-ce que cela vous arrive aussi? Oui. Ça me fait rire un tout petit peu parce que je pense à mon début dans le mariage. J'aimais tellement la lecture que je mangeais en lisant. Je mangeais d'une main et je lisais de l'autre. À tel point qu'il arrivait que mon épouse s'irrite un tout petit peu, croyant que son repas n'était pas attrayant pour moi. Mais je lui disais, d'accord, ton repas m'attire, d'accord, mais le livre aussi. Alors, le repas et le livre se faisaient concurrence et bon, je mangeais en lisant. Voilà. Et encore aujourd'hui, il m'arrive d'oublier de manger parce que j'ai un bon livre que je suis en train de lire et dès que je termine la lecture, je vais au lit et après je me rappelle, tiens, est-ce que j'ai mangé ou je me rappelle que je n'ai pas mangé et je me réveille pour aller manger par la suite. Voilà, donc c'est la passion qui m'emporte et qui me fait oublier certaines choses. Quel genre de plaisir éprouve-t-on quand on lit un livre? Ah, là, je reviens encore à mon mentor, Antoine de Saint-Exupéry. Oui. Je me souviens que dans un de ses livres, j'ai lu un passage très intéressant. Il était en difficulté Oui. et il s'est dit, où est-ce que je peux trouver le courage de surmonter toutes ces difficultés? Et il s'est retourné pour regarder le tas de colis postaux qu'il devait amener en Afrique. Oui. Et il s'est dit, je transporte beaucoup d'amour dans ces colis. Il faut que je me batte pour que tout cet amour arrive à destination. Il y a des parents qui ont écrit à leurs enfants, Oui. il y a des épouses qui ont écrit à leur mari, et ainsi de suite. Dans tout cela, il y a de l'amour. Donc j'emporte dans mon avion beaucoup d'amour et chaque fois qu'il arrivait à destination, sa joie c'était de dire « Je suis arrivé à destination, j'ai livré mes colis, les gens qui vont lire seront très très contents, j'ai contribué à les rendre heureux. Oui. » Eh bien, dans mon cas, c'est aussi la même chose. Ma joie c'est de dire « Si je contribue à améliorer la vie de quelqu'un par un de mes livres, je suis un homme comblé. Si quelqu'un arrive à se défaire d'une négativité qui est en lui pour la remplacer par une positivité et dire « Tiens, je deviens meilleur grâce à ce livre, là, je suis comblé. » Voilà ma joie. Ok. Hormis Antoine de Saint-Exupéry, quels sont les autres écrivains qui ont été à l'origine de cet amour, cette passion que vous avez pour les belles lettres? Juste après Antoine de Saint-Exupéry, j'ai découvert la littérature africaine. Et alors là, je m'y suis plongé la tête la première. Parmi ceux que j'ai découverts au tout début, excusez-moi, il y a Ousmane Sembene, par exemple, avec son livre
Au pays mon beau peuple. Et il y a un autre, Ferdinand Oyono, avec Une vie de boy, et tant d'autres. Oui. En fait, Camaralei. ah oui, Camaralei avec l'enfant noir. Ce qui m'a attiré dans la littérature africaine, Oui. c'est que quand je lis, par exemple, un livre écrit par un Européen qui raconte comment il volait les chocolats dans le tiroir de sa grand-mère, moi, je n'ai pas eu une grand-mère qui avait des chocolats dans un tiroir. Mais par contre, quand je lis un auteur africain qui raconte comment, pendant la saison sèche, il allait faire la chasse aux moineaux avec sa lance-pierre, Oui. ou quand il jouait dans la rue avec une balle faite de chiffon et de lianes, de cordes, là je me retrouve. Je me dis, tiens, ça, moi aussi, j'ai vécu ça. Alors c'est pour ça que je me suis vraiment orienté vers la littérature africaine et je me suis passionné de cela. Et parmi les écrivains congolais, il y en a qui vous ont marqué? Ouais. Il y a au tout début Lomami Chibamba avec son roman Ngando. Oui. Cet homme-là m'a vraiment émerveillé, surtout quand je considère le niveau qu'il avait. Il n'avait pas fait de grandes études. Oui. C'était un secrétaire dactylographe dans l'administration coloniale. Et c'était avant l'indépendance, c'était pendant la période coloniale. Et il a réussi à écrire une œuvre comme celle-là. Je lis ce roman encore aujourd'hui avec le même enchantement, Même avec la même délectation. Voilà. Alors, il y a eu Lomami Chibamba. Actuellement, il y a un auteur comme André Yoka Lié Moudaba, Oui. que je lis aussi avec une grande joie. Il y a Massé Gabio, Oui. avec son recueil de poèmes. Il y en a d'autres. C'est ça. Et parmi nos amis d'en face, les Congolais, Ah oui. le Brazza. Au Congo-Brazza, il y a Henri Lopez, dont je viens de terminer la lecture d'une nouvelle intitulée À Apolline. C'est une nouvelle qui m'a vraiment émerveillé. Il y a également Soni Laboutansi, il y a Chikaya Utamsi, voilà ceux dont le nom me revient à l'esprit pour le moment. Pourquoi avez-vous choisi la voie du roman pour vous exprimer en tant qu'écrivain? Bon, je considère que le roman est un outil qui me permet de mieux m'exprimer. Parce que lorsque j'observe autour de moi, bon, essayons d'imaginer un peu une tour qui serait érigée au milieu d'une société, Oui. au milieu d'une cité, et dans laquelle se trouverait quelqu'un qui observe la cité. Il va voir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de phénomènes sociaux qu'il va observer, et tous ces phénomènes sociaux ne sont pas identiques. Il y en a qui sont louables, d'autres qui le sont moins, et d'autres qui ne sont même pas du tout recommandables. Alors, j'ai envie, lorsque j'observe tous ces phénomènes-là, je sens le besoin d'exprimer mon point de vue pour exalter ce que je trouve louable Oui. et pour dénoncer ce que je trouve peu recommandable ou pas du tout recommandable. Mon souci en ce moment-là, c'est lequel? C'est de dire, je dois contribuer à la perfection de ma société, de ma communauté, pourquoi pas, de mon pays et de l'humanité. Donc c'est ce souci-là qui m'anime et j'ai trouvé que le roman, c'était un outil que je peux maîtriser tant bien que mal, que je peux utiliser pour transmettre mon message et qu'il atteigne mes lecteurs de manière à ce qu'ils se transforment. Voilà. Avez-vous suivi une initiation particulière pour devenir romancier? Non, pas une initiation particulière. Comme je vous ai dit, je suis informaticien de formation, Oui. mais je sais que
pour réussir dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut un certain pourcentage il faut avoir un certain pourcentage de dons. Il faut être doué à un certain niveau pour entreprendre quelque chose. Mais il n'y a pas que le don qui peut permettre à quelqu'un de réussir dans une entreprise, il y a également la formation. Oui. Parce que vous pouvez avoir un don, mais ce don-là, il est brut, il faut le polir, il faut l'améliorer. Donc, il y a une formation. Mais moi, ma formation était informelle, c'est-à-dire que j'achetais des livres, je lisais moi-même, jusqu'aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire, je lis et je côtoie certains milieux, là où je peux apprendre quelque chose de nouveau. Actuellement, par exemple, je suis membre d'un club de littérature qui est composé de professeurs de l'UPenn, un club qui s'appelle le Baobab. Oui. Voilà. Tous les mercredis, je vais là-bas, on est ensemble et j'apprends des choses en me mettant en contact avec ces gens-là. Donc, il y a le don, il y a la formation, mais dans cette formation-là, il y a le contact avec les autres, l'auto-formation dans les livres, mais le contact aussi avec les autres. Et enfin, il y a un pourcentage de sueur. Il faut travailler aussi, il faut mettre la main à la pâte, comme on dit, il faut forger pour devenir forgeron. Voilà. Quels sont les romanciers qui ont contribué à cette formation informelle en tant comme romancier? Oui, il y a le professeur André Yoka qui m'a fait l'honneur de me lire, de me critiquer, de m'orienter, de me conseiller. Il y a également le professeur André Lukusamenda, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Lui aussi a été pour beaucoup dans ma formation comme écrivain. Alors, il m'a également assisté dans mes œuvres, il m'a lu, il m'a orienté, j'ai bénéficié de beaucoup de ses conseils. Voilà, pour ne citer que ces deux-là. Il vous faut à peu près combien de temps pour écrire un roman? Pendant que je travaillais encore, parce que maintenant je suis parti à la retraite, à chacun de mes congés, je ramenais un livre. Vous pouvez voir les années de publication de mes ouvrages, vous verrez que voilà, ce sont des ouvrages qui se suivent. Terminé ou pas, je ramène quelque chose. Quitte à ce que je vienne polir, vernir par la suite, mais je ramène toujours quelque chose. Actuellement, par exemple, je suis en train de mettre la dernière main sur un ouvrage qui m'a pris 3 ans. Je suis déjà à la 3e année d'écriture et maintenant je ne fais que attendre les remarques de mes lecteurs pour passer à l'étape suivante de la publication. Voilà. Avez-vous de mots particuliers, de mots fétiches auxquels vous recourez souvent dans vos œuvres et par lesquels on peut facilement vous identifier? Bon, pas de mots précis, mais de concepts précis. Comme par exemple? Par exemple, l'espoir. Oui. Je reviens souvent sur ce concept-là, parce que, voilà, encore une fois, Antoine de Saint-Exupéry, chaque fois qu'il connaissait un accident, il se retrouvait seul dans le désert. Alors il devait se battre pour rester en vie. Il devait se battre pour ne pas laisser s'éteindre cette lueur d'espoir qu'il y avait en lui. Et il se répétait toujours, quelque chose se passera, quelqu'un viendra, quelqu'un me verra et il me sauvera. Je dois tout faire pour rester en vie. L'espoir. J'ai fait de tout mon mieux pour susciter l'espoir dans le chef de mes lecteurs. Il y a également le courage. Oui. L'homme doit se battre. Je pousse l'homme à ne jamais se décourager, à se dire, même si je suis encerclé par des chasseurs comme ce loup solitaire qui disait c'est fini, c'est la mort, je suis entouré de toutes parts par
des chasseurs avec des arcs et des flèches et tout ça. Donc c'est fini, je reste là, j'attends la mort. Ah non! Moi, je pousse toujours mes lecteurs en leur disant, il faut, tant que vous avez encore une goutte de sang, il faut continuer à vous battre. Quelque chose se passera. Il suffit peut-être d'un cri de colère pour commencer à faire douter votre adversaire et ainsi arriver à le vaincre, à renverser la tendance. Il y a le courage, il y a l'espoir, mais il y a aussi le pardon. Je reviens souvent sur ce thème-là. Par exemple, dans Une faute bienheureuse, j'ai voulu consacrer ce roman-là au pardon. J'ai créé un environnement où quelqu'un a subi une injustice très grave et finalement, à la fin, qu'il réussisse à pardonner. Ce n'est pas donné à tout le monde de pardonner sincèrement, parce que beaucoup arrivent à dire « j'ai pardonné », mais ils n'ont pas été sincères, ils gardent toujours quelque chose. Et moi, je suscite, je pousse, j'incite mes lecteurs à arriver à pardonner sincèrement. Voilà. Quels sont les bienfaits du pardon dans la vie d'un homme? Bon, là, je peux recourir un tout petit peu à la foi chrétienne. Oui. Parce que dans la foi chrétienne, nous disons, quand nous prions, nous disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui. Donc, si je te pardonne, ça veut dire que je mets le Créateur dans une disposition favorable pour que lui aussi me pardonne un jour. Si je te pardonne, ça veut dire que tu m'as fait du mal. Oui. Mais ça ne veut pas dire que moi, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Moi aussi, il m'est arrivé et il m'arrivera toujours de faire du mal à quelqu'un, consciemment ou pas. Alors, moi aussi, j'aurai besoin de ce pardon. Donc, pour que je sois pardonné, il faut que je pardonne pour que moi aussi, un jour, le Créateur me pardonne. Oui, Voilà. aussi le pardon me libère de l'intérieur. Oui. Voilà, c'est ça. Oui. Nous libère. C'est comme un nœud qui Oui. était en vous, mais Oui. qui se dénoue. Tout à Et fait. vous avez la détente, vous avez la paix finalement. Voilà. Concevez-vous une écriture qui ne soit que belle et pas utile? Non. Je ne peux pas concevoir une écriture qui ne soit que belle sans être utile. Oui. Non. Pourquoi? Parce que, vous savez, un sage de ce monde a dit ceci. Il a dit, les grandes nations sont le produit de grands rêves et de mythes fondateurs. Les grandes nations sont le produit de grands rêves et de mythes fondateurs. Oui. Si vous faites une littérature qui n'est que belle sans être utile, Oui. mais vous avez raté une opportunité de susciter un rêve, de susciter un mythe fondateur qui peut conduire à une grande nation. Donc, vous ratez une opportunité, vous ne faites que la beauté, mais sans faire l'utile, sans joindre cette beauté à l'utile. Non, vous ratez une occasion. Alors, pour revenir également, encore une fois, à Saint-Exupéry, Oui. quand je le lisais, je me disais, un jour, je peux devenir pilote aussi. Pas écrivain. Écrivain, Pilote et ça c'est écrivain. par la suite, mais Oui. déjà en lisant tout ce qu'il vivait dans son métier de pilote, je me disais, il se pourrait que je devienne pilote moi aussi un jour. Donc, il a suscité en moi une vocation. Et je pense que je le serais devenu, n'eût été les aléas de l'existence. Il se fait que j'ai commencé à porter des lunettes. Et chez les pilotes, on n'aime pas de lunetier. Peut-être que je le serais devenu. Grâce à qui? Grâce à lui. C'est-à-dire qu'il a suscité en moi une passion. Donc, si vous faites une littérature qui n'est que belle, sans être utile, vous ratez une occasion de susciter une vocation dans le chef de quelqu'un. Voilà. Il y a un étudiant qui m'a dit, quand j'ai lu Ousmane Sembène dans son roman « Au pays, mon beau peuple », Oui.
Il dit, j'ai eu une autre vision de l'agriculture. L'auteur principal, le personnage principal de ce roman est revenu d'Europe et il avait l'ambition de faire de l'agriculture. Et il a commencé à s'organiser, tout ça, bien qu'il n'ait pas arrivé à réaliser son rêve parce qu'il a été assassiné. Mais ce garçon-là me dira, quand j'ai lu ce roman-là, quand j'ai vu comment ce personnage-là s'organisait, ce qu'il avait comme rêve, ce qu'il avait comme ambition pour l'agriculture de son pays, j'ai eu une nouvelle vision de l'agriculture. Pour moi, l'agriculture n'est plus un travail là de gens de souffre-malheur. Non, on peut contribuer au développement de son pays en faisant de l'agriculture. Et lui, il a su comment? Grâce à Ousmane Sembène, qui a su lui donner une vision novatrice de l'agriculture. Et il y a eu d'autres pour parler un peu de Senghor et Césaire. Oui. Le Sénégal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si un certain Senghor n'avait pas existé. Aujourd'hui, on parle du Sénégal en des termes élogieux, oui, parce que ce monsieur-là a contribué au rayonnement de son pays. Et aujourd'hui, la même chose pour la Martinique, dont on ne parlerait pas aujourd'hui dans les mêmes termes si un certain Césaire n'avait pas réalisé ce qu'il a réalisé dans la littérature. Donc, si on ne fait que la beauté dans la littérature sans sans joindre cette beauté-là à ce qui est utile, on rate une occasion de faire rayonner son pays, hein, en parlant de son pays en bien. Voilà. Donc, je ne peux pas concevoir une littérature qui ne soit que belle sans être utile. Une littérature peut être utile, je n'en disconviens pas, mais la visée première de la littérature, c'est la beauté. Oui. La beauté, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure que Antoine de Saint-Exupéry disait « Trois divinités me disputent mon courrier, l'orage, la montagne et la mer. Oui. » Et il se battait pour que ce courrier arrive. Il fait cette phrase-là, elle est belle, hein, quand il parle de divinité, oui, c'est une belle phrase, mais qui ne s'arrête pas là. Parce que cette beauté-là, s'il n'y avait que cette beauté-là, je pense que je serais resté sur ma soif. Mais il dit, malgré ces divinités qui me disputent mon courrier, oui, je dois me battre. Je dois affronter ces divinités-là et amener à bon port le courrier qui m'a été confié. Voilà. Sur la 4e de couverture de l'un de vos livres, il est écrit de vous que vous vous intéressez à la contribution de l'homme noir à la civilisation universelle. N'est-ce pas là une vieille thématique qui avait été abordée en leur temps par les écrivains de la négritude? Sinon, comment concevez-vous votre contribution en tant qu'écrivain noir à la civilisation universelle? L'homme noir a beaucoup souffert dans l'histoire. Il est passé par la traite négrière, qui a duré 4 siècles à peu près. Il est passé par la colonisation, et actuellement on parle du néocolonialisme. Je sais que du fumier immonde peut jaillir une feuille verte. Bien dit. C'est-à-dire que ce fumier-là, il est nauséabond, mais de là peut surgir quelque chose de bien. Il y a des gens qui parlent du bien qui sort du mal. Bon, si l'homme noir se concentre sur tout ce qu'il a accumulé dans le passé, dans son histoire, nous pouvons réfléchir profondément et arriver à capitaliser tout ça de manière à produire une feuille verte, de manière à offrir à l'humanité ce que nous aurons découvert, ce que nous aurons
produit de cette capitalisation-là. Je pense que l'homme noir doit vraiment faire un sursaut d'orgueil pour dire, tiens, c'est moi qu'on a maltraité, qu'on a vendu comme ça, comme du bétail. C'est moi qu'on a chicoté parce que j'étais une propriété de... Non, je dois faire quelque chose, me révolter de cela. Ce n'est pas se révolter dans ce sens de chercher à se venger ou quoi. Non, quelqu'un peut se révolter et dire, je ne veux plus que cela arrive, mais même si cela est déjà arrivé, je ne peux pas effacer l'histoire, mais je peux faire quelque chose qui peut faire dire à ces gens-là, tiens, c'est cet homme ici qu'on a vendu comme du bétail. Ah non, on n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Donc là, ce sera aussi une grande contribution de l'homme noir dans la civilisation universelle. Mais je pense que ce que vous avez dit là est vrai. Les chantres de la négritude ont parlé de cela. Oui. Ils ont parlé de l'homme noir qui lui aussi a une âme. Il peut composer de belles chansons, il peut écrire des livres, des poèmes, il a aussi des sentiments. Voilà. Ce qui lui était contesté avant. Mais il y a eu également quelqu'un qui a parlé de la tigritude. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ole Soyinka. Il a dit, voilà, il a dit, le tigre ne clame pas sa tigritude, il saute sur sa proie et la dévore. Oui. Ça aussi, c'est une contribution majeure pour dire que il ne faut pas seulement parler et dire, nous aussi nous sommes là, nous aussi nous avons une âme, nous aussi nous savons écrire des poèmes. Non, mais il faut agir et mettre la main à la pâte. À travers vos œuvres, on verra que vous aussi vous avez une âme, que vous aussi vous avez des sentiments, que vous aussi vous avez un moyen d'exprimer vos sentiments. Non seulement il faut les avoir. Ils l'ont fait. Oui. Ils ont produit des œuvres monumentales. Oui, c'est ça. Oui. Mais moi, je m'adresse maintenant à l'Africain d'aujourd'hui, Ok. en lui disant, voilà, nous avons quand même un héritage. Oui. Voilà ce qu'a été la contribution des chantres de la négritude. Voilà ce qu'a été la contribution de celui qui a parlé de la tigritude. Tout ça, c'est notre héritage. Nous devons prendre et capitaliser cela et faire de sorte que nous puissions étonner, j'ose dire ça, que nous puissions étonner le monde, qu'on dise, tiens, on ne les croyait pas capables de ça, mais ils y sont arrivés. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est ça. Ok. D'Honoré de Balzac, ce romancier français qui a produit une œuvre gigantesque, on dit de lui que le soir, pour écrire, il se mettait en habit de moine. Il commençait à écrire. Est-ce que vous avez besoin d'une certaine atmosphère ou d'un certain rituel pour écrire? Oui, pour écrire, il faut plonger vos pieds dans une bassine d'eau. Une certaine atmosphère, oui, mais un rituel, non, je ne pense pas. Mais j'aime le silence. Quand je veux vraiment écrire, je recherche le silence. Mais j'ai aussi découvert que quand je m'éloigne, quand je vais au bord du fleuve par exemple, quand j'entends le bruit cristallin de l'eau qui vient, des vagues qui viennent heurter les pierres de la rive, ce bruit-là me fait rêver. Et j'entre dans une autre dimension et je sens que je deviens souple et j'arrive à faire certaines choses avec beaucoup de facilité que s'il n'y avait pas cela. Le bruit de l'eau qui coule sur des rochers, quand il y a des vagues qui viennent mourir sur la berge, ce bruit-là me fait rêver et je me sens plus à l'aise et plus souple pour écrire. Voilà. Est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là, on peut dire que vous avez
atteint un état second. Un état second qui est différent de l'état normal et qui vous permet d'écrire. Oui, je pense qu'on peut considérer que c'est un état second parce que je me sens différent, je me sens plus souple et j'ai l'impression que certaines choses m'arrivent plus facilement. Quand je suis dans cette situation-là, je suis dans un silence, mais où il y a de l'eau qui coule, le bruit. Ce bruit-là me fait rêver. Voilà. Est-ce que vous arrive de recourir au café ou à la bière pour écrire comme certains écrivains qui s'est drogué dans le temps Non. pour avoir de l'inspiration? Non, je ne suis pas accro à quelque chose comme la bière ou... non, non, non. L'Ecclésiaste, dans la Bible, donne ses conseils à ceux qui travaillent. Je cite, c'est donner de la joie dans son travail, faire jouir son âme au milieu de son travail. Vous est-il arrivé de vous donner de la joie et de faire jouir votre âme au milieu de votre travail en tant qu'écrivain? Oui. Je me rappelle qu'un jour, je suis allé au bord du fleuve à 6 heures du matin. Oui. J'étais pratiquement seul. Je me suis mis à écrire. Et quand j'ai levé la tête, il était 18 heures, il faisait sombre. Le temps est passé comme un éclair. Tellement j'étais plongé dans ce que je faisais. Et j'ai regretté ce jour-là que le jour n'ait pas été un peu plus long. J'aurais souhaité que le jour dure un peu plus longtemps pour que je continue à écrire, à rendre ce que j'avais en moi. Donc, je considère que j'étais dans la joie ce jour-là et les jours qui ont suivi, parce que j'ai adopté ce principe-là pendant cette période-là. Je considère que il ne faut pas être trop exigeant vis-à-vis de l'existence. Je peux considérer que ça, ce que j'ai vécu ce jour-là et les jours qui ont suivi, c'était de la joie. Voilà. Si la vie était à refaire, est-ce que vous choisirez comme métier, comme carrière, la carrière d'écrivain? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que je trouve que quelqu'un d'autre a dit, vous êtes un homme par l'homme, soyez aussi un homme pour l'homme. Alors, et je pense que ça c'est quelque chose, je ne vois pas ce qui peut être au-dessus de cela. Être un homme pour l'homme, c'est-à-dire aider l'homme, l'aimer, l'aider dans le sens de le perfectionner, de l'aider à se perfectionner, à ce qu'il accède au bien-être. Quand je dis le bien-être, ce n'est pas nécessairement sur le plan matériel, hein, mais quelqu'un peut avoir la paix, quelqu'un peut avoir la quiétude, quelqu'un qui était soucieux de son avenir peut avoir une certaine assurance. Si on peut aider un homme à avoir une assurance pour l'avenir, à avoir de l'espoir, et avoir du courage pour affronter la vie avec une certaine sérénité, je pense que ça, c'est vraiment de la noblesse. Je pense que j'aurais, si c'était à refaire, j'aurais souhaité faire la même chose que ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire observer autour de moi, voir ce que je peux exalter et dénoncer ce que je peux dénoncer pour permettre, pour contribuer à la perfection de l'homme, à la perfection de la communauté, de l'humanité. Voilà. Okay. Monsieur Gilbert, votre œuvre comprend 5 romans, je cite, Ô Miguel, à la rencontre du destin, Dunia, Une main dans l'ombre, Une faute bienheureuse, et bien sûr un recueil de nouvelles, Sous les rosiers. Pouvez-vous brièvement nous donner les thématiques que vous exploitez dans vos 5 romans? Ok.
Je vais les aborder dans l'ordre où ils sont apparus ici. Oui. Oh Miguel, Miguel, prenez Miguel dans le sens de Poto, Poutouville, Mikili, voilà, Miguel. Oui. J'ai observé dans mon entourage immédiat que beaucoup de jeunes, surtout des jeunes, peuvent abandonner tout ce qu'ils avaient ici pour seulement aller vivre en Europe. Et ils ne réfléchissent pas longtemps sur la structure d'accueil qu'ils peuvent rencontrer là-bas, Oui. les difficultés qu'ils peuvent avoir. Non, ils ne réfléchissent pas dans ce sens-là. Aller en Europe, c'est tout. Alors, dans ce roman-là, j'ai pris le cas d'une femme qui était mariée, qui a abandonné son mari parce que son ancien fiancé, qui était parti en Europe, est revenu. Elle a cru qu'il était revenu pour elle. Oui. Elle a abandonné son mari, elle a abandonné sa fille pour aller rejoindre cet ancien fiancé qui, un jour, est rentré en Europe et l'a abandonné ici. Que pouvait-elle faire d'autre? Rentrer encore chez son mari qu'elle avait abandonné? Non. Et c'était le début de la galère. Donc voilà le sujet, la thématique que j'ai exploitée là-dedans pour dire on peut aussi rester au pays et devenir quelqu'un. On peut aussi rester au pays et travailler sérieusement et gagner sa vie sans nécessairement s'expatrier. Voilà. Et à la rencontre du destin. À la rencontre du destin, c'est un roman dans lequel je parle d'un jeune homme qui a consulté un charlatan qui lui a dit qu'il y avait un signe dans sa main qui indiquait qu'il n'allait pas vivre vieux, qu'il allait mourir jeune. Mais il n'était pas seul. Il y avait aussi une fille de 12 ans à peu près à qui on avait dit « Toi, tu vas faire de bonnes études, tu vas faire un bon mariage, mais tu vas abandonner ton mari pour suivre quelqu'un d'autre. » Alors, maintenant, considérons les deux. Comment ils vont se comporter après avoir entendu une prédiction aussi négative que celle-là? Le garçon a commencé à abandonner les études. Il dit non, moi je sais que je vais mourir jeune. Donc les études là, c'est trop long pour moi. Je vais chercher quelque chose qui va me faire gagner de l'argent et je vais jouir de ma vie avant de mourir. Et il a commencé à poser des actes, les uns aussi illégaux que les autres, et il ne mourait pas. Il était toujours là, mais il n'a pas évolué non plus. Par contre, cette fille-là s'est ressaisie, elle a dit, la prédiction allait se réaliser, parce qu'elle a fait de bonnes études, elle a fait un bon mariage, et un jour, un monsieur est apparu dans sa vie et elle était aveuglée. Elle est tombée une fois, mais elle s'est relevée, elle a fait un effort de volonté pour dire non, je choisis de ne jamais divorcer dans ma vie, même si je suis tombée une fois, mais je me ressaisis et elle a réussi à sauver son mariage. C'est une façon de dire à l'homme que votre vie est entre vos mains. Votre vie dépend des choix que vous allez faire dans votre existence. Alors, votre volonté est au-dessus de tout cela. Il suffit de l'exercer pleinement dans votre vie et vous pouvez imprimer une bonne orientation à votre existence. Et dans Dunia? Dans Dunia, c'est une histoire d'un jeune homme qui se croyait abandonné de tout le monde parce qu'il était orphelin, il avait perdu ses parents pendant qu'il était encore enfant. Il a été recueilli par un oncle qui lui aussi est mort pendant que l'enfant avait encore besoin de lui. Il s'est retrouvé seul au monde. Alors il disait toujours, bon, je situe l'histoire dans une contrée où on parle swahili, il disait toujours, Dunia inani katala, mokilebo ingai. Il répétait cela souvent, à tel point qu'on a fini par le surnommer Dunia. Ce n'était pas son nom, c'est un surnom. Alors maintenant, il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé, qui lui a dit, écoute, ne te crois pas abandonné. Dieu ne peut pas créer quelqu'un comme ça sans, même si tu n'as pas de famille, mais tu peux avoir un don qui est en toi, que tu peux mettre
en action et qui peut te permettre de gravir quelques marches de l'escalier social. Et voilà, il a commencé il est devenu le plus propre de tous les porteurs du marché et cela lui a valu certains clients, lui a apporté certains clients, dont la femme d'un juge du coin. Et puis, il était honnête aussi, et son honnêteté a payé. Il a eu une deuxième source de revenus, et il a commencé à gravir les échelons de l'escalier social. Lui qui se demandait s'il allait un jour se marier, s'il allait un jour avoir aussi des enfants, et mener une vie normale comme les autres. C'était cela sa préoccupation. Mais il a réussi à gravir quelques marches de l'escalier social. Je ne vous dis pas jusqu'où il est arrivé pour ne pas vous ôter l'envie de lire, mais il est arrivé à un endroit, à un niveau qu'on ne pouvait pas soupçonner qu'un porteur orphelin, chégué comme il l'était, on ne pouvait pas soupçonner qu'il pouvait atteindre ce niveau-là. Voilà. Encore une fois, c'est inciter quelqu'un au courage, à l'espoir, voilà. À la persévérance. Oui, voilà, c'est ça. Et dans une main dans l'ombre. Ah. Une main dans l'ombre, c'est quelque chose, c'est comme je vous ai dit, un auteur a dit, puisez dans la vie des vivres pour nourrir votre œuvre. C'est-à-dire qu'on peut concevoir une œuvre imaginaire, mais qui doit rester vraisemblable, qui doit avoir un certain ancrage avec la réalité. J'ai observé dans mon entourage immédiat, il y avait une dame qui était élevée par sa grand-mère. Et sa grand-mère ne lui a jamais dit, ne lui a jamais montré comment il faut préparer, comment il faut faire ceci, comment. Si bien qu'elle n'a pas été initiée, elle n'a pas été préparée à affronter les défis de l'existence. Un jour, elle s'est mariée, et voilà, elle était face à une situation, elle ne savait même pas préparer. Parce que sa grand-mère disait toujours, oh ma fille, laisse, si tu prépares ici, tu vas te brûler les doigts et ta mère viendra gueuler sur moi. Non, 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 je vais faire ça moi-même. Grand-mère, mais je dois aller à l'école comme les... Non, ma petite fille, oh, tu sais à quelle distance se trouve l'école? D'ici jusque là-bas. Et tu sais que là, on chicote les élèves à longueur de journée. Et moi, quand je vais rester seul, qui va s'occuper de moi? Pour m'amener de l'eau, allumer du feu pour moi. Vous voyez, avec cet égoïsme-là, non seulement cet égoïsme-là, mais une bienveillance exagérée vis-à-vis de sa petite fille, les deux réunis ont fait que cette fille-là est devenue une femme, mais avec une carence éducationnelle, un déficit tellement grave qu'elle n'a pas réussi à garder son mariage. Mais heureusement, il y a eu une planche de salut, oui. Je ne vous dis pas laquelle, il faut garder, je veux que vous gardiez l'envie de découvrir oui. de vous-même comment elle a réussi à s'en sortir. En fait, c'est une façon de dire, voilà, quand il vous arrive d'élever vos petits-enfants, élevez-les comme vos propres enfants, c'est-à-dire pas avec une bienveillance excessive ou une protection excessive, vous leur rendez un mauvais service parce qu'ils n'auront pas été préparés à affronter les défis de l'existence. Voilà. Et dans une faute bienheureuse? Ah, dans une faute bienheureuse, je parle du pardon. Ah oui. Ouais, je crée une situation où un jeune homme revenu de l'Europe, après une décennie là-bas, est venu tomber dans une situation, une coïncidence malheureuse pour lui, qui a fait qu'on l'emprisonne pour rien. Vous voyez, même sur la couverture, il y a un jeune homme dans une cage. Oui. Voilà, en prison. Alors, il a souffert, il a même risqué la vie parce qu'on l'a mis parmi des criminels et parfois il arrivait qu'on vienne en prendre quelques-uns pour les exécuter et lui était parmi eux. Alors il a beaucoup souffert, mais finalement celui qui lui a fait subir cette injustice
lui aussi, on reste toujours des hommes, il avait un remords. Il est venu le voir en cachette sans que lui ne sache que c'est lui son bourreau. Alors il a essayé de l'aider un tout petit peu, puis finalement, comme Dieu ne peut pas abandonner celui qui croit en lui et qui espère en lui, un jour il est sorti. Il est sorti et ce monsieur-là est venu lui avouer que c'était lui l'auteur de sa souffrance et il lui a demandé pardon. Ce n'était pas facile, mais il y est quand même arrivé. Il lui a pardonné ce qu'il lui a fait et voilà. Vous dites quelque part dans Dounia, je cite, « Pourquoi lui jetterait-on une pierre pour avoir rêvé quand on sait que du rêve naissent toutes choses, les bonnes et les moins bonnes? Le rêve est porteur de germes de croissance et de prospérité, pour autant qu'on sache s'activer. La récompense est au bout de l'effort. » Quelle place accordez-vous au rêve dans la vie d'un homme, dans la vie d'une nation? Oui, le rêve. Oui. Ça me fait penser à ce que disait un papa à son fils. Il a amené son fils quelque part, là où il devait cultiver son champ, et il a commencé à lui indiquer les limites du champ dont il rêvait. Il disait, je vais commencer ici, je vais aller jusque là, je vais aller jusque là-bas, je vais revenir, et puis je vais. Et le lendemain, il revient encore avec l'enfant, il lui dit, ah non, non, ce que je t'ai montré hier, non, 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 c'est pas ça. Je vais aller dans ce sens, toujours avec le doigt. Oui. Je vais aller dans ce sens, je vais revenir, puis je vais clôturer par ici. En fait, il cultivait son champ avec son doigt. Finalement, un sage lui a dit, il ne faut pas continuer à cultiver ton champ avec ton doigt. La prochaine fois, amène ta houe. C'est une façon de dire que c'est bien de rêver, oui. C'est bien de faire des projets, oui. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut savoir s'activer. Il faut amener là où tu fais un projet une fois, la deuxième fois quand tu viens à ce champ-là, amène la houe. Cette fois-là, cultive avec la houe. Après avoir cultivé une fois avec ton doigt, la deuxième fois, cultive avec ta houe. Le rêve est bon parce que c'est une aspiration pour un bien-être. On fait une projection dans le futur, mais malheureusement, beaucoup s'arrêtent au rêve, qu'ils ressassent à longueur de journée, ils tournent en rond. Non, il faut rêver, mais il faut savoir s'activer, il faut savoir passer à l'action. Quand vous cultivez votre champ avec le doigt, la première fois, la deuxième fois, amenez la houe. Voilà le message contenu dans ces quelques phrases. Est-ce que le but de la littérature, c'est aussi de susciter le rêve dans le chef de ceux qui la lisent? Ah, là, vous touchez à un point vraiment capital. Je vous ai dit ici que les grandes nations sont le produit de grands rêves et de mythes fondateurs. Tout à fait. Voilà. C'est un des buts de la littérature. La littérature peut jouer un rôle très important quand il s'agit, par exemple, de susciter ces rêves-là, de susciter ces mythes. La littérature peut jouer un rôle important. Et même dans la propagation de ces rêves-là, pour faire de sorte que ces rêves soient appropriés par le plus grand nombre. La littérature peut être pour beaucoup là-dedans. Mais il y a également un autre aspect. C'est l'aspect de l'hégémonie. Lorsque la littérature, c'est un terreau de réflexion. Un cercle où les gens réfléchissent. Parce que pour transmettre un message à quelqu'un, il faut savoir comment transmettre ce message-là. J'aime utiliser une image qui exprime mieux que les mots ce que je veux dire ici. Les pharmaciens, lorsqu'ils découvrent
ce qu'ils appellent l'élément, le principe actif. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'isolent pour dire c'est ça qui guérit cette maladie-là. Mais ils ne vont pas venir avec cet élément-là et vous demander de l'absorber, de le consommer tel quel. Il peut avoir un mauvais goût, il peut avoir une couleur qui vous rébute, même une mauvaise odeur parfois. Ils vont enrober ce principe actif dans une matière qui peut avoir une belle couleur, une bonne odeur, une bonne saveur, de manière à ce que vous puissiez absorber cette matière qui enrobe le principe actif, et une fois le principe actif à l'intérieur, il agit et vous êtes guéri. Alors, l'auteur également ne doit pas transmettre son message de manière crue. Nous devons imaginer une histoire avec peut-être aussi un peu d'humour, une histoire d'amour aussi, pourquoi pas, pour que celui qui va lire, et on coule le message là-dedans, celui qui va lire, c'est comme s'il avait avalé une gélule, et une fois le message en lui, il reste en lui, il le digère, et ça devient sa personne. Alors, quand il y a plusieurs personnes comme ça qui reçoivent ce message-là, ils réagissent différemment par rapport à une hégémonie étrangère qui cherche à venir les dominer, les supplanter. La littérature peut constituer une barrière pour empêcher l'introduction d'une hégémonie étrangère qui peut chercher à venir vous recoloniser. Vous voyez, ça c'est aussi un but qui est poursuivi par la littérature. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également les tabous. Oui. Notre société est bourrée de tabous. Et quand vous analysez ces tabous-là, vous verrez que ce sont des choses imaginaires qui ne servent à rien. Donc la littérature peut être utilisée pour combattre les tabous, pour les détruire, pour les déraciner. Alors, il y a également... mais je peux dire que la littérature peut être aussi considérée comme étant une recommandation divine, hein, parce que dans la Bible, si vous lisez Ésaïe au chapitre 30, verset 8, vous verrez qu'on parle un peu de la littérature. Comment ça? On dit, oui. Allez, écrivez ces choses dans les livres pour que ces choses ne disparaissent pas et qu'elles restent jusqu'à l'éternité. C'est une recommandation qui est faite à quelqu'un. On lui dit d'écrire ce qu'il a vécu pour que les générations futures viennent lire et savoir, pour savoir ce que lui avait vécu. On peut considérer que c'est une recommandation divine. Donc aujourd'hui, par exemple, ceux qui ont vécu la colonisation, qui ont écrit autour de ça, un auteur comme Ferdinand Oyono dans Une vie de boy qui raconte les relations qu'il y avait entre l'administration coloniale et les sujets autochtones. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas vécu la colonisation peuvent savoir comment la colonisation a été vécue par les uns et par les autres. Donc en fait, on peut considérer aussi que la littérature, c'est un témoignage de l'histoire. On témoigne de ce qu'on a vécu. J'ai lu il n'y a pas longtemps une nouvelle de quelqu'un qui parle de Bindo. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu cela, mais nous l'avons vécu. Et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, en ont souffert dans leur chair, dans leur cœur. Alors, il a raconté comment ça s'est passé, comment quelqu'un a perdu la vie parce qu'on lui a tout ravi. Hein? Le boa n'a plus vomi. Alors, il s'est suicidé. Alors, vous voyez, il en a souffert. Donc, l'auteur est aussi un témoin de l'histoire qui peut raconter pour les générations futures ce que lui a vécu pour les générations futures. Voilà. Il peut être aussi prophète. Oui, il y a aussi une fonction prophétique dans la littérature, dans le sens que on peut essayer de prévoir certaines tendances en disant voilà ce que nous avons observé. Mais si ça continue,
un jour, on peut arriver à telle situation. Ça, c'est une dimension prophétique de la littérature. Là, nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Ok. Mais avant qu'on y arrive, j'aimerais que vous puissiez nous lire un passage dans l'une de vos œuvres pour qu'on termine en beauté cette émission. Ok. J'ai entre mes mains un roman de Gilbert Chibangu Kankenza, Une main dans l'ombre. Oui, C'est un roman de 178 pages, oui, publié aux éditions Édilivre en 2015. oui. Je vais lire un passage. Le calme apparent de Ngalula cachait une grande colère. Voir le fils de son mari maltraiter sa fille lui était insupportable. L'enfant ressentait tout cela avec la sensibilité de son jeune âge, ce qui la faisait souffrir davantage. Dans cette maison-là, Chilanda n'avait-elle pas d'autre droit que celui de subir? L'amour d'une épouse peut-il cohabiter avec l'asservissement de sa fille par l'homme qu'elle aime? L'amour a-t-il le droit de gauchir la morale? Si seulement son mari pouvait lui prêter une oreille attentive. Une fois pourtant, elle avait osé lui en parler. Ne me dérange plus jamais pour des futilités de ce genre. Ne sais-tu pas qui est à blâmer dans cette affaire? Demanda-t-il au bord de l'énervement. Elle avait mal au cœur de voir sa fille souffrir par sa faute. Elle souffrait de voir sa progéniture victime de ce dont elle n'était pas responsable. Tributaire de cette condition de femme, que sa raison refusait, Ngalula sentait le vent de la révolte gronder en elle. Elle était au confluent de deux courants, son mariage et sa fille. Était-elle prête à assumer les conséquences de son choix? Je m'arrête là. Fantastique. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission et nous vous disons de tout cœur merci pour votre disponibilité et pour nous avoir fait voyager à travers l'univers de vos romans où nous avons appris pas mal de choses. Je resterai toujours disponible chaque fois que l'occasion se présentera. Merci à tous et à toutes pour l'attention que vous avez voulu nous accorder en ce jour. Nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro de Belles Lettres. Bye bye.